Une jeune fille se lève et prend son petit déjeuner. Elle semble détendue jusqu'à ce qu'elle voit sur son frigo la date avec un nom entouré d'un cœur. Là, elle panique, elle s'ébroue, elle tire son téléphone, ouvre l'application dédiée, pianote quelques minutes dessus et enfin se détend à nouveau. Plus tard dans la journée, elle recevra le cadeau de son chéri et l'anniversaire sera sauvé. Cette publicité pour l'application d'Amazon, vous avez sans doute dû la voir il y a quelques années. Elle illustrait parfaitement le storytelling de la marque et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je suis Camille Gillet, auteure et storyteller. Vous écoutez Le Héros aux 1000 visages, le premier podcast francophone sur le storytelling. Vous souvenez-vous du monde sans Amazon ? Le monde d'hier où, quand on avait besoin d'acheter un livre, on était obligé d'aller se déplacer soit chez le libraire, soit directement à Cultura, à la Fnac, à une époque à Virgin, de commander la plupart du temps ce que l'on recherchait parce qu'on n'avait absolument pas accès à ça, et en plus de payer évidemment des frais de port, d'attendre plusieurs jours, etc., voire plusieurs semaines. Ce monde-là, vous vous en souvenez vraiment ? Eh bien, cette question est justement le point central du storytelling d'Amazon. Et vous allez comprendre au cours de cette émission ce que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'Amazon s'est construite depuis 1995 autour de valeurs qui n'ont jamais changé. Ça fait partie de ces marques qui ont très peu bougé justement leur ADN, voire absolument pas, et qui, de par leur solidité sur leurs appuis, de par la solidité de leur storytelling, ont été en capacité de pouvoir conquérir vraiment le monde. La conquête, justement, fait partie des points de valeur d'Amazon. C'est une entreprise qui, dès le départ, a voulu le service client parfait, a voulu être extrêmement innovante jusqu'à la disruption et a voulu surtout être les premiers, les seuls, être les plus gros. Cette idée, justement, de manière générale, à la fois de disruption et à la fois de leadership, a toujours été présente dans la conception du nom même d'Amazon. Parce qu'avant de s'appeler Amazon, Jeff Bezos voulait appeler son entreprise Abracadabra. Alors ça peut sembler abracadabrantesque, mais en réalité, ce qu'il voulait traduire comme cela, c'était l'idée qu'on cliquait et on obtenait quasiment tout de suite son produit. Ça devenait magique. L'expérience de consommation était magique. Le abracadabra était là comme ça. C'est-à-dire que on cliquait et comme par magie, on obtenait ce dont on avait besoin. Bon, c'est posé à lui le problème évident que c'est quasi imprononçable, c'est très long, il a souhaité réduire un petit peu le nom de son entreprise. Et en fait, il a changé complètement d'avis lorsque son avocat a entendu le mot cadavre. Et du coup, à ce moment-là, Bezos s'est dit que c'était pas la peine et que c'était absolument pas l'image qu'il voulait véhiculer. Par contre, il est resté sur une idée qui était toujours cette idée comme ça de ses valeurs, bien évidemment, parce que les noms sont censés traduire les valeurs. Et comme il voulait absolument un nom qui commençait par la lettre A, parce que Bezos voulait absolument que, par ordre alphabétique, on remonte immédiatement sur Amazon. Donc on retrouve encore une fois cette notion d'arriver premier, d'être immédiatement dans la tête des gens. Il a cherché tout simplement, il a ouvert un dictionnaire, il a cherché des noms propres, des noms communs, et il est tombé sur le mot Amazon, par rapport au fleuve Amazon. Et il se trouve que le fleuve Amazon est également le plus grand fleuve du monde. Donc on a encore une fois cette notion de grandeur, justement, initiale, que voulait justement le fondateur d'Amazon. Mais en quoi est-ce vraiment important, en fait, ce nom-là comme ça, parce que on pourrait imaginer que c'est pas parce qu'on a un nom qui se veut ambitieux qu'on va réaliser ses ambitions. Eh bien, la notion, encore une fois, revient à cette histoire du monde d'avant, et revient à cette histoire on doit penser en premier à Amazon. Pourquoi la hiérarchisation alphabétique était si importante ? Parce que on a un besoin, on doit penser immédiatement que Amazon va y répondre. Et c'est ça, en fait, la mission que s'est donné justement la société Amazon, c'est de répondre à nos besoins et de faire partie de notre quotidien, d'être une norme, en vérité. À l'origine, Amazon, rappelons-nous, vendait essentiellement des livres. Et ça se voulait être la première librairie numérique. Petit à petit, ils ont commencé à se diversifier, toujours dans leur rayon culturel, puis ont commencé évidemment à proposer des objets, voire des services de la vie quotidienne. Mais le but premier d'Amazon était que on pense, quand on a besoin d'acquérir un livre, non plus à son libraire, non plus à l'enseigne spécialisée, mais directement à cette entreprise. Mais comment devient-on justement leader d'un marché si on fait la même chose que les autres ? Il fallait donc innover. Et c'est là justement toute la force d'Amazon, et n'importe qui pourrait vous le dire aujourd'hui, quand on pense à l'UVP d'Amazon, on va vous dire immédiatement l'expérience client, le service client. Et justement, Amazon a fait un truc qui était absolument révolutionnaire pour l'époque,
La marque a décidé de donner la parole aux gens, à tel point que ce terme-là, vous donner la parole, deviendra même un slogan, en proposant tout simplement à ses clients de pouvoir noter les produits et commenter les produits. À l'époque, les autres acteurs du marché et même les commentateurs trouvaient que c'était un pari complètement fou, mais aujourd'hui c'est devenu une norme. Et ça, cette capacité qu'a Amazon à imposer un mode de consommation est justement sa plus grande force de frappe. C'était dans la volonté à l'origine de l'ADN, et c'est aujourd'hui encore, on va dire, leur quotidien en fait. Aujourd'hui, quand on imagine le marketplace, tout a été basé sur Amazon. L'entreprise a décidé de livrer via des drones. On a eu des entreprises comme Domino's Pizza qui ont commencé également à s'y mettre. On a la norme Amazon un petit peu sur les modèles de livraison, c'est-à-dire le standard de je clique, je l'ai le lendemain, sur la possibilité d'avoir un service client qui ne pose pratiquement pas de questions, qui va être hyper réactif, etc. Et du coup, petit à petit, justement, cette façon de placer le client systématiquement en premier, d'en faire plus qu'un roi, un empereur absolument indétrônable que l'on ne guillotinera justement jamais, ça, c'est la vraie force d'Amazon parce que en plaçant ses consommateurs en premier et en gardant vraiment le cap sur ces valeurs-là, ils ont été en capacité d'imposer à tout le reste de la société et à tout le reste du marché mondial cette norme-là que le client est et doit rester le roi. Nos méthodes sont les bonnes, nos méthodes fonctionnent, vous êtes gentil, vous allez vous aligner. Alors cette idée-là, justement, elle n'est pas sortie de mon esprit un peu farfelu. Amazon l'exprime très clairement dans une campagne de publicité lancée en 2015 pour la France, où justement ça part de leur logo, le sourire d'Amazon, le fameux sourire d'Amazon, qui est un logo dont on pourrait dire beaucoup de choses. Tout simplement la notion justement de mouvement, la notion de action-réaction. Je fais une petite parenthèse sur le logo, mais à une époque, en France, ils proposaient justement de mettre en exergue le A et le Z d'Amazon avec justement la flèche en dessous qui montrait globalement qu'ils avaient tout, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les produits que l'on pouvait trouver, de la lettre A à la lettre Z. Donc on était encore une fois sur vous avez un besoin, nous y répondons. Et donc, si la publicité, en fait, à ce moment-là, commence sur ce fameux sourire, en réalité, elle s'articule autour de cette... toujours de ce mantra, en fait, de cette mission qu'ils se sont donnée, qui est de créer des choses vraiment novatrices, de façon à les apporter au plus grand nombre. Et ils le disent, mais pas de manière du tout subtile, ils le verbalisent en disant que leur travail est de réinventer le quotidien. Ils citent même créer des choses révolutionnaires qui deviendront des habitudes. C'est-à-dire que ils montrent d'ailleurs la Kindle, etc. Ils expliquent que leur but, c'est de faire en sorte que leurs produits et leurs services, parce que Amazon Kindle est devenu aussi un service par exemple, soient des habitudes de consommation en fait. Ce n'est pas une marque que veut être Amazon, c'est un mode de vie en réalité. C'est un pan entier de notre société mondialisée et globalisée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que normalement, quand on monte une entreprise, quand on fait son ADN de marque, etc., on fait son UVP, et on essaye aussi de répondre à un besoin, d'accord ? Ce qui est intéressant avec Amazon, c'est qu'ils n'essayent pas de répondre à un besoin. Ils veulent répondre à tous les besoins possibles et imaginables. Et c'est un truc assez incroyable, c'est-à-dire que c'est d'une ambition évidemment sans borne, mais le pire, c'est qu'ils sont en train d'y arriver. Alors je dis ils sont en train d'y arriver parce que effectivement sur l'aspect consommation générale ils y sont arrivés, mais aujourd'hui Amazon vise bien d'autres aspects en fait. Par exemple le rêve de l'espace, etc., qui est un rêve typiquement des années un peu 60, 70. On avait nos films qui nous montraient des voyages spatiaux de luxe et de tourisme. Aujourd'hui, Amazon est en train d'essayer on va dire pas de le rendre accessible parce que ça mettra des dizaines d'années, mais ça reste dans leur ambition. Leur but est de répondre à ce besoin qui n'existe pas vraiment, mais qui bientôt existera un jour. Donc en soi, en fait, Amazon essaye d'être la réponse à tous les problèmes, la réponse à tous les besoins, et ils essayent d'être le commerce ultime, voire le commerce, le mode de consommation, l'habitude par excellence.
Alors une fois qu'on a dit ça, bon, d'accord, c'est leur positionnement, ce sont leurs valeurs, ils cherchent à disrupter, bon, très bien. Ils ont inventé quasiment le livre numérique, ils se sont lancés dans plein de services, etc. Mais comment ça se traduit, comment ils mettent en œuvre justement leur storytelling? Et ça, c'est un truc qui est très intéressant, et j'aimerais bien l'illustrer au travers de plusieurs points, à commencer par exemple par Amazon Prime. Le service d'Amazon Prime, je pense que vous le connaissez tous, qui est un service de livraison premium. Le principe, c'est que pour certains produits, la livraison est offerte, vous pouvez être livré dès le lendemain, donc on est encore une fois sur du service client plus. Vous avez un besoin immédiat, nous y répondons tout de suite. Mais c'est ajouté à ça également différents services proposés par Amazon. Il faut savoir que la marque a racheté Twitch, la chaîne de streaming de jeux vidéo. Et par exemple aux US, lorsqu'on est abonné à Amazon Prime, on peut avoir accès du coup à des jeux gratuits via Twitch. Ensuite, toujours si on est abonné à Amazon Prime, on a pour le même prix, aujourd'hui, accès à des millions de titres de musique, on a accès également à des e-books et on a accès également à Amazon Prime TV, donc leur service de streaming, films et séries. Ça, c'est un point extrêmement intéressant, justement. Amazon n'est pas du tout la seule marque à se lancer du côté de la culture, etc. Comme parce que, par exemple, Lego le fait très bien, et ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast à venir. Mais Amazon avait comme cœur de métier à l'origine, justement, la culture, à savoir les livres, et ensuite, bon, ça s'est ouvert à la musique, aux films, etc. En revenant justement à ce cœur de métier, déjà Amazon revient sur ses bases, ce qui est toujours plutôt un bon conseil en général pour une entreprise. Il faut jamais trop s'éloigner de son cœur d'activité. Ça évite justement de perdre en identité et puis de perdre en force de frappe et en objectif. Mais surtout, c'est que à ce moment-là, Amazon devient une réponse également pour ces aspects-là. C'est-à-dire que vous avez Amazon Prime, vous n'avez plus besoin de Netflix. Vous avez Amazon Prime, vous n'avez plus besoin de Spotify. Vous avez Amazon Prime, vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'une bibliothèque d'e-book, etc. Par ailleurs, Amazon a également un partenariat ou possède Audible, je ne sais plus. Donc, quand vous souscrivez justement un abonnement Amazon Prime, vous avez le droit à deux e-books lus d'Audible gratuitement. Donc ça justement c'est intéressant parce que Amazon veut être une réponse à un besoin, je l'ai dit, je le redis, mais surtout c'est que Amazon veut faire partie également de notre quotidien culturel. C'est-à-dire que en possédant la culture, littéralement, Amazon devient un acteur de la culture. Et la culture c'est vaste, ça peut être, c'est une question de culture dans le sens accession aux produits, etc. Mais la culture c'est aussi un ensemble de normes, d'imaginaires, etc., etc. Et il se trouve que Amazon Prime produit également des séries. Vous prenez l'exemple de Boys, par exemple, vous prenez celui d'American Gods, ou encore Good Omens, ce sont autant de séries qui ont été produites par Amazon, de la même manière que Netflix produit des séries, mais Netflix à l'origine est un vendeur est un service de location de DVD. Là, Amazon était à l'origine une librairie et est devenue une marketplace. Donc, c'est une société qui est en train de capturer totalement et de produire elle-même sa propre culture, ses propres normes culturelles également. Et ce qui est intéressant lorsque l'on se met à produire de la culture, c'est qu'on se met à produire du commun aussi. On se met à produire quelque chose qui va parler en fait aux gens, qui va être vraiment d'une proximité énorme avec les gens. Qu'est-ce qui va nous transporter plus qu'une série, qu'une musique, qu'un livre, qu'une BD ou peu importe? Qu'est-ce qui va être plus émotionnel, plus facteur justement de rassemblement et d'imaginaire collectif? D'accord, ok, au quotidien vous avez besoin de manger, vous avez besoin de passer l'aspirateur, ce genre de choses. Mais en achetant un aspirateur sur le marketplace Amazon, ça va générer aucune émotion pour vous. Vous n'allez avoir assez peu finalement d'attachement à la marque, même si l'expérience client va être très importante. Et encore une fois, on revient sur les valeurs premières d'Amazon, mais votre attachement réel à Amazon, votre proximité, votre impression, on va dire, de compréhension de la part de la marque vis-à-vis de vos besoins émotionnels et spirituels et imaginaires ne seront jamais autant compris, ne seront jamais aussi intenses que lorsque vous regardez
des émissions ou vous écoutez des musiques qui ont été mises à disposition par la marque, voire ont été permises par la marque. Parce qu'en produisant des films, en produisant des séries, etc., la société permet justement de vous donner en fait un produit tout fait qui répond à vos besoins émotionnels. Et ça justement, c'est encore une fois, ça n'est toujours pas tiré de mon esprit tordu, la marque l'exprime parfaitement. Elle a beaucoup de publicités américaines qui sont extrêmement intéressantes à regarder, notamment pour justement sa chaîne de streaming. Il faut savoir qu'Amazon Prime s'amuse à mettre en avant ses séries au travers de différents spots absolument génialissimes qui systématiquement prennent le parti de dire que la série, ce que vous regardez, etc., va influencer votre quotidien, va l'améliorer. En d'autres termes, qu'évidemment ce que vous allez vivre au travers d'Amazon, grâce à Amazon, améliore votre quotidien aussi. Je vais vous prendre un exemple, la série Lucifer, qui justement a été produite désormais par Netflix, détenue par Netflix. Eh bien, Amazon fait quand même une publicité par rapport à ça, et montre qu'un produit culturel peut vous influencer. On commence en fait par voir un jeune homme, alors l'univers est très blanc, très gris, etc. On voit un jeune homme un peu BCBG qui a l'air de s'emmerder sec dans sa vie et qui essaye de regarder une série. Bon, c'est dit clairement qu'il essaye de regarder Lucifer et il y a marqué épisode 1. Il est devant la télé, sa mère, enfin celle qui semble être sa mère, vient, éteint et lui pose un verre de lait. Donc bon, le jeune homme est un petit peu sommé de rester dans son univers strict, etc. On imagine très bien qu'Amazon est en train de viser clairement un public un petit peu catholique, enfin en tout cas protestant, parce que là-bas ils sont protestants, mais plutôt cubéni, etc., propre sur eux et tout. Donc en parfait clivage avec la série Lucifer. Et au fur et à mesure du spot, en fait, on voit défiler différentes pastilles comme ça, toujours sur le petit garçon et sa mère, enfin le jeune homme et sa mère, et on voit les épisodes changer, épisode 2, saison 2, saison 5, etc. Et au fur et à mesure, on voit que le jeune homme, par exemple, va changer de vêtements, il va se mettre à s'habiller un peu en noir. À un moment donné, il va être dans un magasin, il va passer devant des fruits, des pommes, rouges évidemment, et il va en prendre une, regarder une femme d'un air un petit peu conquérant et croquer dedans. Et évidemment, à la fin, à ce moment-là, c'est le climax. La publicité montre que c'est la saison finale de Lucifer. Sa mère essaye de rentrer dans sa chambre, mais il y a une jeune fille gothique qui lui ouvre et qui récupère, je crois, un verre de lait, etc., et qui lui reclaque la porte au nez. En gros, le jeune homme s'est affranchi, etc., et l'idée, c'est que les séries nous marquent et restent auprès de nous, etc. Mais pas seulement les séries, en fait. Les séries et la marque Amazon qui a permis justement la diffusion ou la production de ces séries-là. Et ce storytelling qu'on avait au début de normaliser les choses, de faire partie du quotidien, d'entrer en grande pompe comme ça avec des choses révolutionnaires et ensuite de devenir complètement normal à tel point qu'on en vienne à se poser la question « Vous souvenez-vous du monde avant Amazon ?» Tout ça, c'est extrêmement cohérent en fait, et ça se retrouve jusque dans ce genre de spot. Après, de façon un peu plus terre à terre, quand on regarde la façon dont Amazon communique de manière générale, on voit que leur choix en termes de social media est assez révélateur là aussi. Ce n'est pas une marque, par exemple, qui va aller sur LinkedIn. Alors, oui, d'accord, vous allez me dire, c'est normal, on va là où se trouve notre cible, etc. Mais le choix d'un réseau social n'est pas qu'une question de cible, en réalité, c'est aussi une question de narration. Un réseau social a ses propres codes, en fait. Donc, en allant sur un réseau en particulier, vous allez devoir adhérer à ces codes, vous allez devoir les reproduire, et il faut que votre marque, les valeurs de votre marque et son storytelling soient cohérents avec ces codes-là. On imagine assez mal la police nationale aller sur Twitter et faire, je sais pas moi, des vidéos de cow-boys sur Nice comme ça, en montrant avec des grands bruits, des grands booms, une musique épique, etc., pour montrer que ils sont super forts, etc. Ça colle pas du tout avec le storytelling de la police nationale et ça paraîtrait même un petit peu bizarre. Le fait est qu'ils l'ont fait, évidemment, mais ce n'est pas parce que les marques peuvent faire des choses dans leur coin que ce sont forcément de bonnes choses. Mais justement, Amazon, par exemple, a choisi Twitter, parce que Twitter est un média de proximité, est un média horizontal. Il n'y a pratiquement pas plus horizontal que Twitter, justement. On est en position de discussion, de co-discussion avec sa clientèle. Le storytelling n'est plus seulement fait par la marque, c'est-à-dire du narrateur vers les narrateurs, mais il y a carrément un système de co-construction de la narration qui est faite. Et là-dessus, évidemment, Amazon est très très fort puisque il possède plusieurs comptes sur Twitter
avec des comptes justement de support, toujours avec un petit air un petit peu insolent à chaque fois, qui correspond à la fois à leur storytelling de disruption et à la fois justement à la culture Twitter. Par ailleurs, ils sont aussi évidemment sur Facebook, qui là aussi est un réseau social de proximité qui permet la diffusion de vidéos et de créations. Ils sont également sur TikTok, ils sont également sur Instagram. Bon, donc de façon générale, justement, Amazon est une société très intéressante sur l'aspect cohérence de marque parce que leurs valeurs sont très simples, mais en même temps, elles ont toujours été présentes, elles ont toujours été mises en scène. Et c'est ça justement que vous devez rechercher à faire lorsque vous occupez de votre propre entreprise. Vous devez identifier vos valeurs primordiales, vous devez éviter à tout prix d'en changer évidemment, mais vous devez également articuler et construire votre storytelling et articuler votre storytelling en rapport avec ces valeurs. Et encore une fois, la narration ne se fait pas que dans le texte, ne se fait pas que dans les paroles, même si Amazon dit clairement dans un de ses spots notre but c'est de devenir une norme, vous pouvez l'exprimer de toutes les manières possibles, en étant présent de partout et en étant cohérent dans vos actions également. Amazon dit qu'elle veut faire partie de notre quotidien, alors elle ne se contente pas de faire des spots qui nous le promettent, elle fait en sorte d'être vraiment présente partout. Amazon dit qu'elle veut devenir une norme, elle continue de créer justement de nouvelles façons de consommer, de nouvelles façons justement de créer aussi. Il n'y a absolument pas exclu qu'un jour Amazon se mette à proposer des plateformes de création de contenu, etc. Sachant que Twitch est déjà techniquement une plateforme de création de contenu. Donc le rouleau compresseur Amazon n'est vraiment pas prêt d'être arrêté. Alors je n'ai pas abordé la question politique et économique et même sociale d'Amazon dans ce podcast parce que j'évite de manière générale de le faire au sein du héros aux mille visages, mais la politique fait partie du storytelling et le storytelling entre forcément en compte dans la politique. Mais justement, brièvement, le fait qu'il y ait bien évidemment des gros problèmes par rapport à Amazon sur ce qu'ils sont en train de faire, sur le non-respect du code du travail, sur pas mal de points justement écologiques, humains, etc. qui sont problématiques. Encore une fois, et ça va paraître très cynique, mais c'est hélas, je pense, la réalité, cela participe de leurs ambitions et de leur storytelling. C'est-à-dire que Amazon a voulu devenir une norme, a voulu devenir un géant. Ils ont visé l'idée d'être le plus grand fleuve du monde, mais en réalité c'est devenu l'océan. Mais l'océan primitif en plus, celui qui existait avant la séparation des continents. C'est-à-dire que aujourd'hui, même s'il y a des voix qui s'élèvent contre le mode de consommation Amazon et contre le mode de production et de distribution Amazon, il devient de plus en plus exclu de consommer autrement. Ça peut paraître très bizarre ce que je dis parce que c'est effectivement on voit plein on va dire d'initiatives qui sont faites, etc. Mais le poids d'Amazon culturel est tel que il devient de plus en plus normal pour tout le monde de cliquer et d'obtenir immédiatement son produit, d'appeler un service client et d'avoir immédiatement réparation, d'avoir sur un seul et même service tout un ensemble de plateformes et d'accès à différents trucs culturels. C'est un peu comme ce qu'on vient de vivre justement avec la panne de Facebook, qui a mis justement Facebook, Instagram, etc. Complètement down. Il s'est passé un truc très très intéressant qui avait été relevé justement par un consultant SEO du nom de Fred Bobet et qui m'a beaucoup amusé. Il s'est amusé à regarder justement les pics de déclaration de problèmes qu'il peut y avoir sur certains sites, parce qu'il y a des sites qui permettent de référencer ça, de dire voilà quand est-ce que le service est down, etc. Et il y avait évidemment un pic du côté de Amazon, Instagram, etc. Mais il y avait également un pic du côté des services de SFR, Free et Orange. C'est-à-dire que les gens ont cru, parce qu'ils n'avaient plus accès à ces services-là, à ces sites web-là, que leur FAI leur faisait défaut, qu'Internet ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que Facebook est devenu un pan si important d'Internet, au même titre que Google, que si ça se casse la gueule, en fait, on a l'impression que Internet est cassé. Je pense que demain, Google se casse la gueule, même pendant quelques heures, c'est vraiment panique à bord, de manière peut-être même pire encore que Facebook. Et c'est ce que je veux dire par rapport à Amazon, c'est-à-dire qu'ils se sont tellement imposés, c'est devenu tellement une norme qu'on n'imagine plus le commerce autrement, en fait. Ce qu'on reproche à Amazon aujourd'hui,
finalement, c'est d'être ce qu'elle est, et c'est finalement ce qu'on pourrait reprocher à la société elle-même. Parce qu'Amazon est devenu ce que la société voulait que ça soit. Le principe du client roi existait bien avant Amazon. Le principe justement de devoir à tout prix répondre à des besoins existait bien avant Amazon. L'envie de grossir comme ça et d'innover pour toujours plus innover, etc., pour normaliser de plus en plus des comportements totalement qui devraient être normalement anecdotiques, quitte à justement cramer des ressources et des vies entières, tout ça est devenu tout à fait normal. Et ce n'est pas finalement pas le fait d'Amazon, c'est plutôt le fait d'une société qui ne pouvait accoucher d'autre chose que cela. Finalement, aujourd'hui, que ce soit Google, Amazon ou Facebook, donc les GAFA stricto sensus, sont devenus non plus des marques, non plus des entreprises, mais des indicateurs sociétaux, voire des constructeurs sociétaux. La course aux étoiles a été un petit peu relancée par deux boîtes, Tesla et Amazon, et a relancé à la fois l'engouement des gens, mais également les investissements publics et privés par rapport à cela. Petit à petit, on entre de plus en plus sur des storytelling d'entreprises qui sont si forts qu'ils en viennent justement à être non plus des acteurs économiques, mais des moteurs mondiaux. Mais je ne rebondirai pas là-dessus car ça fera plutôt l'objet d'un autre épisode, et celui-ci touche déjà à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi ce 2e épisode du Héros aux 1000 visages, et je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux pour continuer de me soutenir. Je vous souhaite également une bonne journée, et d'ici là, bonne aventure.